Bonjour Bernard Van Grenest Bonjour. et merci de nous accueillir une nouvelle fois dans votre bureau. Nous allons avoir le 9 et 10 septembre, le 9 et 10 juillet, pardon, la conférence sociale voulue par le nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous en attendez? Quelle est la manière dont vous allez vous y prendre pour aller discuter avec et quels sont les travaux qui sont d'ores et déjà en place pour les 9 et 10 juillet et qui arrivent là la semaine prochaine? Ce que nous en attendons, c'est une opération vérité. Nous connaissons les périodes de campagne électorale que nous venons de traverser, durant lesquelles les candidats sont amenés à faire un certain nombre de promesses ou à s'engager dans telle ou telle voie, en ignorant parfois la réalité de la situation économique et sociale de notre pays. Nous avons connu ces dernières années, évidemment, les conséquences de la crise et si, grâce à ce que l'on appelle les amortisseurs sociaux, c'est-à-dire l'ensemble de notre système de protection sociale qui a évité trop de dégâts, bien qu'on ne puisse ignorer le niveau du chômage en France, le niveau de la pauvreté, des inégalités, il est clair qu'il y a eu quelques éléments qui ont permis que cela ne tourne pas à la catastrophe, comme en Grèce ou en Espagne. Mais nous n'en sommes pas loin. Donc nous attendons qu'on sorte des postures, on sorte des rivalités et de la tendance franco-française qui veut qu'on ait tendance à faire entrer dans des petites cases l'ensemble de la société, de ses composantes. Nous avons véritablement besoin, à partir d'un constat partagé, de travailler tous ensemble pour imaginer les solutions qui nous donnent espoir, qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir, qui nous permettent de repartir sur des bases de conquête et non pas continuer à accompagner le déclin. Et pour vous, la première marche, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est la redynamisation de l'économie par d'autres ressorts, ou on commence par l'emploi et après le reste doit suivre? Tout est lié. Il ne faut pas se tromper là-dessus. On ne peut pas compartimenter. On doit avoir une vision globale, une vision transversale qui nous permette de mettre en cohérence l'ensemble de tous ces éléments. Et ce n'est pas pour rien que nous avons 7 thèmes de table ronde qui seront traités lors de cette conférence, mais ils sont étroitement liés. Quand on traite de la réindustrialisation de la France, c'est un enjeu vital pour la compétitivité de notre économie, pour l'emploi, car on sait que c'est l'industrie qui fait les plus forts gains de productivité, qui est donc la meilleure source de croissance, et on sait qu'il y a également beaucoup d'emplois de services qui accompagnent ce développement de l'industrie. Malheureusement, à contrario, nous le voyons bien, la détérioration de la situation de l'emploi est en partie liée à cette détérioration de l'industrie, avec là aussi des emplois perdus dans les services. Mais relancer l'emploi, c'est aussi créer les conditions d'avoir des ressources plus importantes pour financer notre système de protection sociale. Or, nous le savons, il est lourdement déficitaire dans toutes ses composantes, liées au vieillissement de la population, entre autres. Nous savons qu'un dossier comme la dépendance n'a toujours pas été traité. Et donc, si on veut véritablement relever les défis qui sont devant nous, nous avons besoin de véritablement travailler tous ensemble et de faire la démonstration pour une fois que le dialogue social est pertinent, utile, si on sait l'organiser. Est-ce que vous avez espoir qu'en 2 jours de conférence sociale, l'ensemble des sujets soient balayés, que vous puissiez sortir avec, sinon des résultats, mais au moins des perspectives plus lumineuses que celles que vous pouviez avoir il y a quelques semaines? Nous avons espoir à la CFE-CGC que nous en sortions avec une méthode, une feuille de route, un agenda qui nous permettent d'avoir défini les priorités, qui fait quoi entre le gouvernement et le législateur, entre partenaires sociaux, entre gouvernement, partenaires sociaux et collectivités territoriales, par exemple, sur des domaines comme l'économie ou la formation professionnelle. Et si nous n'en attendons pas de recettes miracles, au moins que nous sachions comment nous allons nous y prendre pour traiter tous ces sujets
Ah, on ne va pas tout résoudre comme cela du jour au lendemain, mais plutôt que d'enchaîner les constats d'échec et les reports à des jours meilleurs de tout un tas de ces dossiers comme nous l'avons vécu ces derniers temps, au moins qu'on fixe un cap et que nous nous y tenions, avec évaluation évidemment permanente et réorientation autant que de besoin, encore une fois, pour atteindre ces objectifs. Et si nous ne les atteignons pas, il faut que nous ayons la lucidité et le courage de dire pourquoi nous ne les avons pas atteints et comment nous pourrions éventuellement les atteindre dans un contexte différent ou avec une méthode différente. Alors plus largement, depuis le 6 mai, est-ce que vous sentez un changement dans la méthode, dans la manière de discuter avec le nouveau gouvernement et le nouveau président de la République? Est-ce que c'est une rupture qui était chère au précédent? Est-ce que vous avez, vous, une manière différente de travailler aujourd'hui? Incontestablement, oui. Et je pense que c'est lié à la fois au constat de l'échec de la méthode précédente et à la prise de conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce que nous constatons, c'est que depuis l'investiture du nouveau président et l'installation du nouveau gouvernement, nous avons eu beaucoup d'échanges bilatéraux, beaucoup de réunions, beaucoup de discussions avec les cabinets et les entourages des ministres, pas pour le plaisir de se voir et de discuter, ce qui n'est pas désagréable a priori, mais avec une volonté d'écoute et de dialogue pour véritablement travailler sur les sujets de fond, voir comment nous allons nous y prendre, voir quelles sont les marges de manœuvre, les moyens à utiliser pour parvenir à des résultats. Et ça me semble déjà, en termes de méthode, une bonne chose, parce que quand on veut effectivement progresser, il ne s'agit pas de s'ignorer, de rejeter la faute ou les erreurs sur le voisin, il s'agit d'assumer, d'être lucide, d'être cohérent, d'être responsable et de travailler tous ensemble. C'est aujourd'hui indispensable parce que sinon, il est bien évident que si nous continuons à être dans un climat de défiance où chacun est dans l'évitement, cherche à tirer profit pour lui au détriment des autres, nous n'allons pas redresser notre pays et traiter ce que nos concitoyens attendent, évidemment, c'est-à-dire avoir des perspectives meilleures plutôt que d'être dans ce sentiment d'angoisse que demain sera toujours pire qu'aujourd'hui. Alors, plus de rendez-vous à l'Élysée, directement avec le président de la République, mais plus de rendez-vous avec des équipes qui ont la volonté de travailler et de fabriquer quelque chose en concertation. Absolument, c'est le bilan que nous pouvons faire de ces quelques semaines depuis le mois de mai. Beaucoup de temps et d'efforts auront été consacrés à la préparation de cette conférence sociale, beaucoup d'échanges, de réunions pour ajuster le plus possible, préparer le plus sérieusement cette conférence afin qu'elle soit très productive. Mais encore une fois, soyons lucides, je n'imagine pas que le mardi 10 juillet au soir, nous allons sortir triomphants en disant « ça y est, nous nous sommes mis d'accord sur tel ou tel point ». Non, nous allons voir dans les semaines et les mois qui viennent comment, à partir d'une feuille de route, des priorités dégagées et des méthodes mises en place, nous allons construire les solutions qui permettent d'atteindre les objectifs que nous aurons fixés conjointement. Selon vous, le résultat de cette conférence sociale et tout ce qu'elle devra déclencher par la suite, vous voyez ça à un horizon, en mois, en semaines, en années? Il y a des éléments évidemment de court terme. Quand on connaît la situation dégradée de nos finances publiques, qu'elles soient d'État ou des régimes sociaux, voire des collectivités territoriales, on sait qu'il y a des efforts et des sacrifices à faire. Quand on connaît la situation dégradée de notre économie, de la situation de nombre d'entreprises, notamment du secteur industriel et toutes celles qui sont exposées à la concurrence internationale, on voit qu'il y aura sans doute des efforts à faire. Le tout, c'est que chacun comprenne bien que ces efforts
ce ne sont pas toujours les mêmes qui vont les faire. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui vont subir la régression en permanence, que ceux-ci doivent être partagés et que surtout, on trace des perspectives avec des engagements qui montrent que l'amélioration de la situation à laquelle nous voulons travailler va permettre de dégager de nouvelles marges de manœuvre, de dégager de nouvelles perspectives et surtout, ce que j'appellerais des clauses de retour à meilleure fortune, à savoir une juste répartition et un retour vers les salariés, celles et ceux qui vont permettre ce redressement, comme ce sont celles et ceux qui font la richesse de l'entreprise, qui créent cette valeur ajoutée, qui innovent, qui gèrent, qui coordonnent, qui se battent pour décrocher des marchés. Il est bien évident que nous avons des enjeux, y compris assez symboliques. On sait bien que ce n'est pas la majorité des grands patrons qui se gavent de bonus, de stock options, de parachutes dorés, de retraite chapeau, etc. Ce sont quelques-uns. Nous, ce que nous demandons, c'est tout simplement qu'ils soient suffisamment courageux, honnêtes intellectuellement, pour faire ces mêmes sacrifices et pour s'appliquer les méthodes et les orientations qu'ils prônent pour l'ensemble de leur personnel dans leurs entreprises. La première mesure du gouvernement a été une augmentation du SMIC qui a été diversement appréciée par vos confrères leaders syndicaux, notamment Jean-Claude Mailly l'a trouvée insuffisante. Quel est, vous, votre jugement sur cette augmentation ? Cette augmentation est un respect d'engagement de campagne. Il est évident que ce n'est pas ce qui va pour les 12, 13, 14% de personnes rémunérées au SMIC leur permettre d'avoir un gain de pouvoir d'achat substantiel. Mais il est clair que pour des entreprises qui ont des taux de marge dégradés, ça peut être un élément délicat supplémentaire dans leur gestion. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut que nous nous battions pour améliorer la compétitivité de notre économie, la situation des entreprises, et que nous nous battions pour qu'il y ait un juste retour pour les salariés à partir du moment où cette situation va être améliorée. Et que ce soit les plus bas salaires comme l'ensemble de l'éventail des salaires, nous voulons bien évidemment que ces salaires ne soient pas les oubliés de l'amélioration de la situation que nous espérons évidemment la plus rapide possible. Je vais vous remercier, Bernard Van Creenest, de cette entrevue. Donc on peut dire qu'on a un peu d'espoir, un bon esprit de la part du gouvernement pour sortir de l'ornière et puis travailler en concertation, et puis volonté de travailler aussi de votre part, sans blocage a priori. Donc on a peut-être une chance ce coup-ci de voir une issue à cette période qui est dramatique. Période extrêmement compliquée, période source d'inquiétude pour beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de salariés. Je crois qu'il faut sortir des postures, il faut sortir des situations bloquées. Ça passe par le courage, la volonté, la franchise et la capacité à s'écouter et à travailler ensemble sans idéologie, sans blocage chez les uns et les autres. Il y a des problèmes concrets, il faut les traiter concrètement. Il semble que la méthode développée soit tout à fait porteuse d'espoir et en tous les cas, nous avons la ferme volonté à la CFE-CGC, je pense partagée chez beaucoup de nos collègues comme au sein du gouvernement, de travailler sérieusement pour le bien de tous. Merci pour ce message et puis merci de nous avoir reçus ici. À très, très bientôt sur le Salon CE au mois de septembre. Avec grand plaisir, merci.